Certains de vos films préférés sont tirés de pièces de théâtre, et vous ne le savez peut-être pas. Mais si le théâtre s'immisce au cinéma, comment, par qui, à quel propos, par quels moyens? C'est ce que nous allons voir ensemble, mais avant toute chose, petit rappel. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne, c'est en vous abonnant que vous pourrez le faire de la manière la plus efficace. Maintenant que ça s'est rappelé, allons-y. Le cinéma, pour faire un petit rappel, est né à la fin du XIXe siècle. Si l'on recherche la précision, on peut considérer que le cinéma est né très précisément le 28 décembre 1895. Cette date correspond à la première représentation payante et ouverte au grand public, qui d'ailleurs ne se montrera réceptif au cinématographe des Frères Lumière qu'une fois que le bouche à oreille aura fait son effet. Non, il ne s'agit pas simplement d'une lanterne magique de fête foraine. Au contraire, le cinématographe est à la fois une caméra et un projecteur capable de diffuser des bobineaux de 50 secondes. Les premières représentations durent une vingtaine de minutes, et parmi les spectateurs de celle-ci, Georges Méliès, qui sera plus tard considéré comme l'un des pionniers du cinéma. Les Frères Lumière, s'ils sont à l'origine de l'avancée de la technologie, ne sont cependant pas détenteurs de l'idée. Le concept de projeter une image préalablement enregistrée est en phase de test depuis un moment. Certains noms, plus ou moins connus, se sont déjà penchés sur la question et ont permis aux travaux de Louis Lumière d'aboutir. Nous pouvons penser à Janssen, Muybridge, Mary, ou encore Raynaud et bien sûr Dickson et Edison. L'assemblage des tentatives et des intuitions de tout ce petit monde permet donc d'aboutir à une synthèse de ces techniques qui donne ensuite la production cinématographique. Les Frères Lumière ne sont donc évidemment pas les seuls à inventer une machine permettant cette réalisation-là. Cependant, c'est la leur qui fera le plus de bruit mondialement, notamment après la diffusion de L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. Bien évidemment, cela ne nous semble guère impressionnant aujourd'hui, mais imaginez une seconde, mettez-vous à la place d'un spectateur du 19e siècle qui n'a jamais vu la moindre image en mouvement, et représentez-vous de regarder pour la première fois ce train qui vous fonce dessus. Forcément, les esprits étaient un petit peu marqués. Et côté théâtre, où en est-on à cette époque-là? Eh bien, ça foisonne et ça explose dans tous les sens. Les théâtres, bals, cafés-concerts et cabarets sont nombreux, et de tout se produit. On peut voir du théâtre romantique, en vogue depuis le début du siècle, des mélodrames, des drames bourgeois, mais aussi de nouvelles formes de comédie, ainsi que, bien évidemment, du vaudeville, genre que Labiche, puis Feydeau, puis Guitry redynamiseront pour lui donner de nouveaux ressorts comiques. C'est grâce à eux que le vaudeville a un rythme aussi endiablé. Les gens, de manière générale, fréquentent beaucoup le théâtre, qui est un lieu de divertissement aussi bien que de socialisation. Le cinéma arrive petit à petit, en commençant par s'intégrer aux foires. Il fait partie de numéros dans des théâtres ou chez Georges Méliès, qui est à l'origine magicien, mais n'est pas encore considéré comme un art à part entière. Au début du XXe siècle, les premières salles de projection spécialisées ouvrent, et en 1907, Paris compte déjà une centaine de lieux de projection. Ces lieux à destination du cinéma s'installent dans les grandes villes. Les plus petites villes, elles, réinvestissent et adaptent des lieux de théâtre pour y permettre la projection. Au début du XXe siècle donc, les salles de cinéma construites à cet effet sont inspirées cependant des salles de théâtre, qui est la forme d'art dramatique la plus proche. Les programmes, qui durent jusqu'à 1 heure environ, traitent du plus de sujets différents possibles afin de rameuter le public. À la fin des années 1910, une transition se produit dans l'esprit populaire. Le cinéma n'est plus simplement une nouvelle technique un petit peu fascinante, mais devient un art à part entière. Et c'est là que je suis particulièrement contente de faire cette vidéo, parce qu'elle me permet de faire un petit détour par l'un de mes sujets favoris, à savoir la comédie musicale. Un jour, elle fera peut-être l'occasion d'une vidéo à part entière, mais pour l'instant, rappelons les bases.
Une comédie musicale est une œuvre mêlant musique, jeu d'acteur et chant, souvent agrémentée de danse. Le récit alterne entre des moments de narration et des moments d'attraction, que l'on peut aussi appeler des numéros. Mais vous allez me dire, quel est le lien entre théâtre, cinéma et comédie musicale? Eh bien ça tombe bien parce que c'était le sujet de mon mémoire à la fac. La comédie musicale est, à mes yeux, et je précise bien que cet avis n'engage que moi, une passerelle entre le théâtre et le cinéma. Une grande partie des comédies musicales que l'on a connues au cinéma sont inspirées de la scène, et certaines de celles qui ont été créées pour le cinéma ont pu inspirer à leur tour certaines formes de cabaret. Ainsi, le premier film parlant du cinéma, The Jazz Singer, réalisé par Alan Crosland en 1927, est une comédie musicale, et il ne sera que la première d'une longue liste de films du même genre. L'âge d'or de la comédie musicale atteindra son apogée, notamment avec les productions de Mark Sandrich lorsqu'il a dirigé Fred Astaire, ou avec les productions de la Metro-Goldwyn-Mayer. Et évidemment, la comédie musicale s'appuiera largement sur le théâtre pour s'inspirer. West Side Story, par exemple, a été réalisé en 1961 par Jerome Robbins et Robert Wise, et a été repris depuis, en 2021, par Steven Spielberg. Mais saviez-vous que la trame de l'histoire est celle de Roméo et Juliette? Le cinéma, au fil du temps, devient de plus en plus parlant, et ce notamment par le biais de la comédie musicale qui, au début de la technologie, permet une alternance entre des moments musicaux et des moments muets. C'est d'ailleurs le sujet principal de Chantons sous la pluie ou Singing in the Rain, réalisé en 1952 par Stanley Donen, et qui parle justement de ce passage du cinéma muet au cinéma parlant, en évoquant les bouleversements que cette étape a engendrés. Mais évidemment, les genres se diversifient rapidement et le cinéma s'attelle bien vite à construire ses propres sujets. Les productions originales sont extrêmement nombreuses, sans surprise, mais l'influence du théâtre sur le cinéma reste pourtant présente au fil du temps. La tentation d'adapter du théâtre vers le cinéma est grande. Très grande. Trop grande peut-être pour qu'on y résiste, puisqu'au fil des époques, c'est une véritable farandole d'adaptations en tout genre qui ont vu le jour. Pour démonstration, passons ensemble par une petite liste d'œuvres adaptées du théâtre vers le cinéma au travers du temps. Pour commencer, abordons la chose avec Avis de collège ou L'affaire de la rue Lourcine. Ce film est adapté de L'affaire de la rue Lourcine, écrit par Labiche en 1857. Je n'ai malheureusement pas retrouvé d'affiche pour ce film, car il a été réalisé en 1909 par un réalisateur inconnu, et les sources sont donc maigres. Mais bon, ça remonte tout de même un petit peu. Ensuite nous avons, entre autres choses, Les deux orphelines qui furent adaptées environ une quinzaine de fois au cinéma, mais qui le furent notamment en 1909 par Otis Turner et Francis Boggs. Le film est adapté de la pièce du même nom d'Eugène Cormon et Adolphe Henry. Les deux timides, réalisé par René Clair en 1929 et reprenant la pièce de Labiche de 1860. Junon et le Pan, réalisé par Alfred Hitchcock en 1930 et adapté de la pièce éponyme de Sean O'Casey. Arsenic et vieille dentelle, réalisé par Frank Cappa en 1944 et adapté de la pièce du même nom de Joseph Kesselring. Un tramway nommé Désir, réalisé par Elia Kazan en 1951 et adapté de la pièce du même nom de Tennessee Williams. 12 hommes en colère, réalisé par Sidney Lumet en 1957 et adapté de la pièce du même nom de Reginald Rose. Mais aussi réalisé par le même Sidney Lumet en 1968 cette fois-ci, La Mouette, adapté de la pièce d'Anton Tchekhov. Death Watch, réalisé par Vic Morrow en 1965 et tiré de la pièce Haute Surveillance de Jean Genet. Dommage qu'elle soit une putain, réalisé par Giuseppe Patroni Griffi en 1971 et tiré de la pièce homonyme de John Ford. Pour faire un petit détour du côté de la France, nous avons eu L'Avare en 1980, réalisé par Jean Giraud et Louis de Funès. Ou encore Le Père Noël est une ordure, réalisé par Jean-Marie Poiré en 1982 et adaptant la pièce du même nom de la troupe du Splendide. Sinon, nous avons aussi Amadeus, réalisé en 1984 par Milos Forman, puis rallongé en 2002 de 20 minutes et adapté de la pièce éponyme de Peter Shaffer. Ou encore Ran, réalisé par Akira Kurosawa en 1985 et reprenant Le Roi Lear de Shakespeare.
Il avait une passion pour Shakespeare qui l'avait déjà poussé en 1957 à adapter Macbeth sous le titre Le Château de l'Araignée, puis en 1960 à adapter Hamlet sous le titre Les salauds dorment en paix. Pour conclure le XXe siècle, nous pouvons penser à Roméo plus Juliette, réalisé par Baz Luhrmann en 1997 et adapté de la pièce Roméo et Juliette de Shakespeare, ou encore, en plus local, nous avons Le Dîner de con, réalisé par Francis Weber en 1998 et tiré de sa pièce du même nom. Je n'ai volontairement pas cité de films sortis après les années 2000 afin que nous puissions à présent nous pencher sur la question de pourquoi et qu'est-ce qui mène un réalisateur à adapter une pièce de théâtre. L'adaptation, au sens propre du terme, est nécessaire car, pour le petit rappel, on change le format de l'œuvre, on passe d'un art vivant à un art figé. Au théâtre, la scène est perçue dans son ensemble, alors qu'au cinéma, la caméra devient l'œil du spectateur pour donner des points de vue précis sur des choses données. Tout doit donc changer, depuis l'agencement de l'espace jusqu'au jeu d'acteurs. D'ailleurs, la captation d'une pièce de théâtre n'est pas un film. Même si elle peut être diffusée au cinéma, elle reste le témoignage figé d'un spectacle vivant et donc voué à n'être jamais tout à fait le même. Mais alors, qu'est-ce qui mène un réalisateur à adapter une pièce? Eh bien, des choses somme toute assez logiques. Le premier élément indispensable à l'adaptation est la qualité du récit. Un réalisateur ne se penchera sur un texte que s'il lui parle, s'il considère qu'il peut, en changeant le format de l'œuvre, faire évoluer le récit pour lui donner une dimension encore plus vaste. De ce fait, certaines pièces ont été adaptées un nombre incalculable de fois grâce à l'intensité émotionnelle qui y prend place. Cyrano de Bergerac a par exemple été adapté une bonne dizaine de fois, dont la version de 1980 avec Gérard Depardieu ou celle de 2021 avec Peter Dinklage. Dans la même veine, Roméo et Juliette a été adapté au moins 26 fois, et ce dans des genres tout à fait variés, notamment de la comédie musicale, mais nous y reviendrons plus tard. Pour autant, et bien que certaines pièces aient été particulièrement reprises, nous avons pu constater qu'aucun type précis de théâtre n'est sujet aux adaptations. Les genres repris sont aussi variés que les auteurs à leur origine ou que les réalisateurs qui s'attellent à la tâche. Certains éléments récurrents peuvent cependant se distinguer. Tout d'abord, une pièce déjà adaptée au cinéma sera susceptible de l'être à nouveau. On peut parler ici de plaisir de la reconnaissance pour les spectateurs qui peuvent retrouver dans leur propre connaissance cinématographique et culturelle des affinités avec le sujet qui leur est proposé. Ce plaisir de la reconnaissance a pu participer au succès de certains films assez récents. 3 petits exemples, avec Guillaume et les garçons à table, réalisé par Guillaume Gallienne en 2013 et adapté de son propre seul en scène, Knock, réalisé par Lorraine Lévy en 2017 avec Omar Sy et adapté de la pièce de Jules Romain, ou encore Edmond par Alexis Michalik en 2019 et adapté de sa propre mise en scène de 2016, qui raconte la genèse, ce qu'il imagine être la genèse de la création de l'histoire pour son auteur Edmond Rostand. L'histoire en question étant Cyrano de Bergerac. Ces 3 exemples sont assez représentatifs de ce que peut être le plaisir de la reconnaissance chez le spectateur. Il s'agit donc du plaisir de retrouver un nom, un acteur, une histoire, bref, de ne pas naviguer en terrain complètement inconnu. Deuxième point, une pièce à succès sera souvent adaptée au cinéma par l'équipe même qui l'a créée au théâtre, et ce, quelle que soit l'époque concernée. Comme on cherche à transposer le succès de ce que fut la pièce au théâtre au cinéma, on garde les éléments constitutifs de ce succès. C'est le cas pour 2 de nos 3 exemples précédents, qui, fortement plébiscités et récompensés, ont été rapidement adaptés. Mais dans un registre différent, c'est aussi le cas de films beaucoup plus anciens, comme Un tramway nommé Désir, d'Elia Kazan. Sur les 3 acteurs ayant participé à la création de la pièce, 2 d'entre eux ont participé au tournage du film. La 3e actrice, elle, n'a été remplacée que sur exigence des studios de production, car, malheureusement pour elle, elle n'était pas assez connue. On retrouve également cette reprise de distribution dans des films plus récents, comme Le Prénom, réalisé en 2012 par Guillaume de la Patelière et Mathieu Delaporte, adapté de leur pièce éponyme et dont la distribution au cinéma comporte 4 des 5 acteurs ayant participé à la création originale. Un exemple parfait de reprise de distribution se trouve chez la troupe du Splendide avec leur film Le Père Noël est une ordure, où l'équipe complète ayant participé à la création de la pièce a participé au film. Enfin, 3e point, et non des moindres,
le rôle est une raison fondamentale pour adapter un film. Ce que je désigne par un rôle, avec un grand R, ce sont les rôles qui font rêver. Il en existe une panoplie dans les personnages féminins et une panoplie dans les personnages masculins. Il s'agit de personnages comme, pour les femmes, Juliette, Antigone ou Bérénice. Chez les hommes, on peut évoquer Hamlet, Roméo ou Cyrano de Bergerac. L'attrait de ces rôles sur un comédien peut le pousser à porter l'œuvre au cinéma pour en explorer l'imaginaire à sa guise. C'est par exemple ce phénomène qui est à l'origine de l'adaptation de L'Avare avec Louis de Funès et co-réalisé avec Jean Giraud en 1980. L'acteur rêvait de jouer Harpagon sur les planches, mais son état de santé l'en empêchait. Après 20 ans de refus des diverses propositions qui lui étaient faites, Louis de Funès a accepté celle de Jean Giraud et a réalisé en même temps l'un de ses rêves. L'appréciation et la reconnaissance de la qualité d'un texte sont donc ce qui mène généralement à l'adaptation, quel que soit au final le support ou les supports utilisés. Un phénomène intéressant que l'on peut noter de façon exponentielle depuis le début des années 2000, c'est que les processus peuvent également s'inverser. Le théâtre travaille aujourd'hui régulièrement avec du cinéma sur scène, qui s'y invite à la fois comme référence thématique et à la fois comme dispositif scénique. Il arrive souvent, dans les productions contemporaines, que la mise en scène et la scénographie s'appuient sur un écran en fond de scène pour souligner certains détails de ce qui s'y passe. Le metteur en scène Cyril Teste, par exemple, propose à son public une double vision de son spectacle absolument interdépendante. Il s'empare aussi occasionnellement de sujets déjà éprouvés par le cinéma. C'est le cas par exemple de son spectacle Festen, qu'il a mis en scène en 2017 et qu'il adapte du film du même nom de Thomas Vinterberg. Mais il travaille aussi sur des productions originales comme Nobody, qu'il a réalisé en 2015, et dans lequel Cyril Teste propose à ses spectateurs d'assister à la fois au film et à sa réalisation. Tous les genres se sont emparés du théâtre. Les différentes disciplines artistiques existantes peuvent toutes s'enrichir et le font donc dans un principe de vase communicant. Il n'est donc pas étonnant de trouver du théâtre dans des genres où pourtant on ne l'attendrait pas. Nous avons vu par exemple que Roméo et Juliette, parmi ses nombreuses adaptations, l'avaient notamment été en comédie musicale avec West Side Story. Mais saviez-vous que c'est aussi l'inspiration du Roi Lion 2 ? Le Roi Lion 1, lui, s'inspire très largement d'Hamlet. Eh oui, Disney n'a pas tout inventé. Si les dessins animés se sont emparés du théâtre, c'est aussi le cas de l'animé tout court, avec par exemple Mars Red, produit par les studios Signal MD entre 2019 et 2021, et basé sur une pièce de théâtre écrite par Bunno Fujisawa. Si l'on sort des écrans d'ailleurs, on peut voir aussi des pièces adaptées sur tout type de format, du manga jusqu'à la bande dessinée, bref, tous les supports sont bons lorsque l'histoire est bonne. Pour finir, et pour en revenir au cinéma pur et dur, deux films me semblent particulièrement importants à citer. Le premier, Macbeth, réalisé par Justin Kurzel en 2015, a permis de montrer à l'écran les aspects généralement dédaignés de la pièce. En reprenant les codes des blockbusters, le film montre donc les rivalités ou le contexte de guerre qui est trop souvent un peu oublié. Le deuxième film que je tenais à citer est sorti en 2016 et il est signé Xavier Dolan. Il s'agit de Juste la fin du monde. La particularité de ce film est qu'il adapte la pièce de Jean-Luc Lagarce, auteur contemporain français. Autant dire que ce n'est pas nécessairement d'habitude ce qui s'exporte le mieux. Pour autant, le film s'est vu largement récompensé. Gaspard Ulliel, par exemple, a reçu grâce à lui le César du meilleur acteur en 2017, entre autres nominations. Un film, donc, qui vaut le coup. Et pour conclure, une petite compilation de 6 films récents et adaptés de pièces de théâtre. Le cinéma, bien que s'étant inspiré des autres disciplines pour créer son propre univers, est donc aujourd'hui tout autant susceptible d'être à l'origine d'œuvres prenant place dans d'autres arts que ce qui s'est lui-même inspiré des autres des décennies durant. Au final, tout ce qu'il faut à une histoire pour être adaptée d'un monde à l'autre, c'est un bon récit et un peu de reconnaissance de son public. Et voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un pouce en l'air. Et si vous avez des questions, des suggestions ou des remarques, n'hésitez pas à nous les faire connaître en commentaire et nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
N'hésitez pas, je sais que je me répète, mais à vous abonner si ça n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.